Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Réflexe, votre podcast en droit du sport. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un carton rouge, un simple carton rouge, en apparence rien de plus banal dans le football. Un joueur est expulsé, il quitte le terrain, puis il manque le match suivant. C'est une règle que tout le monde connaît, les joueurs la connaissent, les entraîneurs la connaissent, les supporters la connaissent. Elle fait partie du football, comme le hors-jeu, le penalty ou le coup d'envoi. Et pourtant, dans cette Coupe du Monde 2026, ce carton rouge est devenu bien plus qu'un fait de jeu. Il est devenu un test, un véritable test. Un test pour la FIFA, un test pour la justice disciplinaire et un test pour la confiance que les fédérations, les joueurs et les supporters peuvent encore accorder à l'application des règles pendant la plus grande compétition sportive du monde. Cette affaire, c'est l'affaire Balogun, l'histoire d'un carton rouge qui a conduit la FIFA à dépasser la ligne rouge. Balogun reçoit un carton rouge avec les États-Unis. En principe, la conséquence est claire, il doit être automatiquement suspendu pour le match suivant. Ce principe figure dans le règlement de la Coupe du Monde 2026, notamment à l'article 10.5. Et il est repris par l'article 66.4 du Code disciplinaire de la FIFA. Une expulsion entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant. La FIFA elle-même a rappelé publiquement ce principe dans sa communication sur l'affaire Balogun. Le mot important ici est le mot « automatiquement ». En droit, ce n'est pas décoratif, il a un sens, une utilité et des conséquences. Il signifie que la sanction ne dépend pas d'une nouvelle appréciation d'opportunité, elle découle du règlement lui-même. Le carton rouge produit son effet disciplinaire, le joueur est suspendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour d'autres joueurs pendant ce tournoi. Themba Zwane, César Montes et d'autres joueurs ont été expulsés. Tous ont purgé leur suspension. Tous ont subi la règle telle qu'elle était écrite. Tous, sauf Balogun. Car quelques heures après le huitième de finale entre les États-Unis et la Belgique, la FIFA annonce que la suspension automatique de Balogun est bien maintenue, mais que son exécution est suspendue pendant une période probatoire d'1 an, sur le fondement, cette fois-ci, de l'article 27 du Code disciplinaire. Cet article permet, selon la FIFA, de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire. La nuance est juridiquement subtile, mais sportivement, le résultat est très simple. Balogun peut jouer. La Belgique proteste, légitimement, et de manière ironique, le sélectionneur belge a même qualifié cette décision de poisson d'avril. L'UEFA également publie un communiqué d'une rare fermeté et affirme que la FIFA a franchi une véritable ligne rouge. L'UEFA qualifie cette décision d'inédite, incompréhensible et injustifiable, en considérant qu'elle menace l'intégrité et la crédibilité de la compétition. À mon sens, l'UEFA a raison sur un point essentiel. La FIFA a bel et bien franchi une ligne rouge. Pas nécessairement parce qu'elle aurait voulu favoriser les États-Unis, on ne peut pas l'affirmer, on n'en a pas la preuve, mais parce qu'elle a objectivement fragilisé 3 piliers de la justice disciplinaire. La prévisibilité de la règle, on doit savoir à quoi on s'expose quand on viole une règle disciplinaire, l'égalité de traitement, à une infraction disciplinaire égale, l'ensemble des justiciables doivent être sanctionnés de même manière, et l'apparence d'indépendance. Au-delà de l'indépendance réelle, l'apparence d'indépendance doit conduire un observateur objectif et raisonnable à ne pas avoir de raison légitime de douter de cette indépendance. Il ne faut pas simplement être indépendant, il faut aussi, et c'est tout aussi important, refléter l'apparence de l'indépendance. Rentrons maintenant dans le détail et commençons par la prévisibilité. Une compétition internationale ne peut fonctionner que si les règles produisent des conséquences connues à l'avance. Quand un joueur est expulsé, les équipes doivent savoir ce qui va se passer. Les adversaires doivent pouvoir préparer leur match, les sélectionneurs doivent pouvoir construire leur plan de jeu. Si une suspension automatique peut finalement être suspendue au cas par cas, alors elle n'est plus vraiment automatique. C'est le cœur du problème. Le règlement spécial de la Coupe du Monde dit carton rouge, suspension automatique. Le code disciplinaire dit exactement la même chose. Puis, un autre article, plus général cette fois-ci, l'article 27,
est utilisé pour neutraliser l'exécution de cette suspension. La question juridique est simple. Une disposition générale peut-elle priver d'effet une règle spéciale de compétition qui prévoit une conséquence automatique? À mon sens, c'est très contestable. Non pas impossible à défendre juridiquement, car il faudra livrer la motivation complète de la FIFA, mais très contestable, parce qu'une telle interprétation vide partiellement de son sens le caractère automatique de la suspension. Deuxième pilier, l'égalité de traitement. Pourquoi Themba Zwane purge sa suspension? Pourquoi César Montes purge sa suspension? Pourquoi les autres joueurs expulsés, au total 7, purgent leur suspension? Et pourquoi Balogun bénéficie, lui, d'une suspension d'exécution? En droit disciplinaire, une différence de traitement n'est pas nécessairement illégale, mais elle doit être justifiée par une différence objective de la situation. Or, à ce stade, cette justification n'a pas été clairement exposée publiquement par la FIFA. Et c'est précisément là que la FIFA s'est placée dans une position institutionnellement dangereuse. Une décision exceptionnelle exigeait une motivation exceptionnelle. Il ne suffisait pas de brandir l'article 27 un peu comme un épouvantail. Il fallait expliquer pourquoi l'article 27 pouvait être utilisé dans ce cas précis, alors que d'autres joueurs expulsés avaient, eux, purgé leur suspension. Il fallait expliquer pourquoi Balogun était juridiquement dans une situation différente. Il fallait expliquer pourquoi cette décision ne portait pas atteinte à l'égalité entre les fédérations. Il fallait le faire immédiatement, parce qu'en pleine Coupe du Monde, le temps juridique est un temps court, voire très court. Une décision qui arrive quelques heures avant un match produit ses effets avant même que le débat juridictionnel ait réellement commencé. D'ailleurs, les États-Unis ont finalement perdu contre la Belgique, 4-1, mais juridiquement, le score ne règle rien. Le fait que l'équipe bénéficiaire de la décision ait perdu ne fait pas disparaître le problème. Le droit du sport ne protège pas seulement le résultat final. Il protège aussi l'intégrité de la compétition, la prévisibilité des règles et la confiance des acteurs. Et c'est ici qu'apparaît le troisième pilier, l'apparence d'indépendance. Le président des États-Unis, Donald Trump, a reconnu avoir appelé Gianni Infantino pour demander un réexamen de la situation de Balogun. Plusieurs médias ont rapporté que Trump a confirmé cette intervention tout en affirmant ne pas avoir exigé un résultat particulier. Si on est précis et rigoureux, ça ne prouve pas que la décision disciplinaire a été dictée par une pression politique. Ça ne prouve pas que la FIFA a cédé. Ça ne prouve pas, non plus, que les organes disciplinaires n'étaient pas indépendants. Mais en matière de justice, l'indépendance réelle ne suffit pas. Il faut aussi l'apparence d'indépendance. Et lorsqu'un chef d'État appelle publiquement le président de la FIFA, puis qu'une décision totalement inédite intervient peu après, la FIFA doit répondre par le droit, par la motivation, par la transparence. Le silence dans ce contexte nourrit le doute. Et le doute est dangereux pour une institution qui rend la justice disciplinaire du football mondial. Ce point est d'autant plus sensible que l'histoire récente de la FIFA est marquée par une crise majeure, celle de 2015. Le 27 mai 2015, à Zurich, plusieurs responsables de la FIFA sont arrêtés à l'hôtel bord au lac, à la demande des autorités américaines. Le département de la justice annonce alors l'inculpation de 9 responsables de la FIFA et de 5 dirigeants d'entreprises pour des faits de corruption, de racket, de fraude et de blanchiment. 7 personnes sont arrêtées à l'étranger. Cette affaire a profondément bouleversé la gouvernance du football mondial. Elle a contribué à la chute de Sepp Blatter, elle a ouvert une période de réforme interne et elle a durablement associé la FIFA à une exigence nouvelle, celle de restaurer sa crédibilité institutionnelle. Les États-Unis ont montré en 2015 que leur puissance judiciaire pouvait ébranler l'institution la plus puissante du football mondial. 10 ans plus tard, la Coupe du Monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le marché américain est stratégique pour la FIFA. Les enjeux économiques, commerciaux et politiques sont considérables. Dans ce contexte, l'intervention publique du président américain sur une décision disciplinaire concernant un joueur américain exigeait une prudence et une sensibilité maximale. Encore une fois, je ne dis pas que la FIFA a obéi, je dis autre chose. Je dis que, compte tenu de son histoire, de la crise de 2015,
Du contexte américain de 2026 et de l'importance de cette Coupe du Monde, la FIFA devait être irréprochable. Elle devait non seulement être indépendante, elle devait apparaître indépendante. C'est une exigence centrale du droit en général et du droit du sport contemporain en particulier. Le tribunal arbitral du sport occupe ici une place essentielle. Pour la Coupe du Monde 2026, une division ad hoc du TAS a été mise en place pour statuer rapidement sur les litiges liés à la compétition. Avec un objectif de décision en 48 heures, cette division fonctionne pendant toute la compétition du 11 au juin au 19 juillet 2026. Mais son existence ne règle pas tout, encore faut-il pouvoir y accéder. Selon les règles applicables, les recours doivent passer devant cette décision ad hoc et il suppose en amont, en principe, l'épuisement des voies de recours internes. Le TAS rappelle aussi, de manière générale, qu'une personne ou une entité peut saisir les TAS lorsqu'elle dispose d'un intérêt à agir. Et c'est là que le dossier belge devient intéressant. La Belgique n'était pas partie à la procédure disciplinaire initiale contre Balogun. La FIFA peut donc soutenir qu'elle n'a pas qualité pour contester la décision. Mais la Belgique était l'adversaire direct des États-Unis. La décision modifiait donc immédiatement les conditions de son huitième de finale. Elle changeait la disponibilité d'un joueur adverse et elle affectait potentiellement la préparation du match. La question devient alors la suivante. Une fédération directement affectée par l'éligibilité d'un joueur adverse doit-elle être considérée comme ayant un intérêt juridique suffisant pour saisir le juge sportif? Je ne prétends pas que la réponse est évidente. Je ne connais pas à ce stade de précédent parfaitement identique. Mais la question est sérieuse. Elle pourrait devenir l'un des vrais apports juridiques de l'affaire Balogun. Car si une fédération ne peut pas contester une décision qui modifie directement les conditions de son match, alors il faut se demander qui contrôle effectivement la FIFA pendant une Coupe du Monde. Cette question rejoint un débat plus large sur l'indépendance et l'impartialité des juridictions sportives. La jurisprudence européenne et suisse rappelle régulièrement que la confiance dans une juridiction repose aussi sur son apparence d'impartialité. Dans l'affaire Motu et Pechstein contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a examiné les garanties d'indépendance et d'impartialité du TAS. Le tribunal fédéral suisse, qui contrôle de manière très limitée les sentences du TAS, veille également au respect de l'ordre public procédural, notamment à l'indépendance et à l'impartialité des arbitres. L'affaire Sun Wang l'a rappelé avec force. Le tribunal fédéral suisse a annulé une sentence du TAS en raison de doutes objectivement justifiés sur l'impartialité du président de la formation arbitrale. Pourquoi est-ce important ici? Parce que l'affaire Balogun ne soulève pas seulement une question de règlement, elle soulève une question plus large, une question de confiance. Une justice disciplinaire ne peut pas se contenter d'être techniquement compétente. Elle doit convaincre, elle doit motiver, elle doit traiter les situations comparables de manière comparable. Elle doit éviter que ces décisions puissent apparaître comme influencées par un contexte politique ou économique. Et c'est précisément là que, selon moi, la FIFA a franchi une ligne rouge institutionnelle. Pas parce que Balogun a joué, pas parce que les États-Unis auraient été favorisés, ce qu'on ne peut d'ailleurs pas affirmer, mais parce qu'en suspendant l'exécution d'une sanction automatique en pleine compétition, sans offrir immédiatement une motivation publique suffisamment claire, la FIFA a fragilisé la confiance dans sa propre justice. L'affaire Balogun restera peut-être sans conséquences sportives directes, puisque la Belgique a gagné 4-1 et que les États-Unis sont éliminés, mais le droit du sport ne fonctionne pas comme ça. Les grandes affaires naissent parfois de décisions qui, sur le terrain, n'ont finalement pas changé le résultat. Elles deviennent importantes parce qu'elles révèlent une faille. Ici, la faille est claire. Une règle que tout le monde croyait automatique ne l'est peut-être plus. Une fédération directement affectée ne sait pas clairement si elle peut contester. Une décision disciplinaire prise dans un contexte politique sensible n'a pas été immédiatement accompagnée de la transparence nécessaire. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est même trop pour une institution qui prétend gouverner le football mondial. La FIFA
avait besoin de droit, elle avait besoin de motivation, elle avait besoin de clarté. Elle a rendu une décision, mais sans la démonstration qui permettrait de la rendre pleinement légitime. Et c'est peut-être ça le vrai sujet. Une institution sportive ne tire pas sa force du pouvoir qu'elle exerce. Elle la tire de la confiance que les acteurs placent dans l'usage de ce pouvoir. Le jour où cette confiance vacille, ce n'est plus seulement une décision disciplinaire qui est contestée. C'est l'autorité. C'est l'autorité même de l'institution qui est interrogée. Alors oui, à mon sens, la FIFA a franchi une ligne rouge. Une ligne rouge institutionnelle parce qu'elle a mis en tension la prévisibilité de la règle, l'égalité de traitement et l'apparence d'indépendance. Et parce qu'elle a rappelé une vérité fondamentale, dans le sport, les règles ne valent que si chacun croit qu'elles s'appliquent de la même manière à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre toutes les implications de l'affaire Balogun. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis et à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode de Réflexe, votre podcast en droit du sport.